Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, effectivement, on va parler santé et prévention. On va commencer par se présenter. Fabien. Très bien. Donc moi, c'est Fabien Chaillot. Donc je suis directeur technique du groupe Audience. Et donc pour information, Audience, c'est une institution de prévoyance à destination des secteurs de la communication et de la culture et des médias. Et donc du coup, effectivement, on a un marché restreint en termes de clients. Et donc du coup, on a aussi une volonté de satisfaire et de répondre à ces besoins. Et notamment, c'est pour ça qu'il y a un besoin à la fois de bien identifier les états de santé des salariés et des adhérents, et aussi proposer après des plans de prévention ciblés. Donc moi, je suis Eugénie Poyet, je suis Deputy Head of Pricing Analytics au cabinet Adactis. Et donc Jean-Pascal Hermé, je suis consultant chez Adactis dans la même équipe que j'ai dit. Et donc ce qu'expliquait effectivement Fabien, c'est que l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter une démarche qu'on a mis en œuvre pour objectiver l'état de santé des assurés pour cibler les actions, avec toutes les contraintes que ça comporte, puisqu'en fait, l'accès aux données, c'est un sujet qui est régulièrement poussé et mis en avant par les fédérations. Donc c'est comment est-ce qu'on fait quand on a un accès qui est très limité aux données et qui est très contraint, puisqu'on ne peut pas non plus exploiter complètement les données, pour essayer d'aller malgré tout aller toper des signaux faibles, des signaux longs, sur nos portefeuilles assurés, pour identifier des spécificités, des atypies, des sous-segments, pour essayer d'aller pousser, ça va être l'enjeu, le bon dispositif au bon assuré au bon moment. Une fois qu'on s'est dit ça, on ne peut pas vraiment faire la prévention personnalisée, mais on a quand même des moyens d'action pour se dire, si je dois commencer par quelque chose, par où je commence? Parce qu'en fait, autant faire descendre de l'information, on peut le faire à tout le monde, c'est de l'accès facile, ça reste insuffisant. Autant quand on va vouloir aller pousser, que ce soit des dépistages, des coachings, des choses, où l'assuré ne va pas être lui-même en recherche d'informations, va se poser la question de qu'est-ce que je pousse, à quel segment, étant entendu qu'on ne peut pas tout faire. Alors on ne peut pas parler prévention santé sans parler un petit peu du contexte de la santé. On a fait une petite revue de presse, c'est volontairement touffu, puisque l'actualité de la santé, c'est très riche. C'est chahuté tout le temps. L'idée étant de se dire comment, une question qui se pose, c'est quelle est la place pour les complémentaires santé dans la prévention. Il y a quelques années, se posait beaucoup la question, en tout cas le centre du discours était de se dire, d'essayer de convaincre qu'il fallait faire la prévention. D'année en année, on n'est plus là-dessus, on est plus tant, tout le monde est à l'absolue conviction qu'il faut aller faire la prévention. On commence aussi à savoir à peu près quels sont les bons dispositifs. L'enjeu, il devient plutôt de savoir comment est-ce qu'on fait rentrer les assurés dans le dispositif et comment on les fait se maintenir. Ça va plutôt être ça l'enjeu. D'un point de vue contexte, et pourquoi est-ce que la prévention, elle est encore plus indispensable aujourd'hui pour les assureurs, on a effectivement le sujet du vieillissement de la population qui pose des défis. On a, en termes de dépenses, on est passé de 208 milliards en 2019 à 249 milliards, donc on a une inflation en 2023, pardon. On a plus 41 milliards de dépenses de santé au sein de la CSBM. Sous l'impulsion du vieillissement, mais pas que, on a aussi des dérives globales de l'inflation. On a des sujets autour après des coûts pour les complémentaires, où finalement les politiques demandent régulièrement aux complémentaires de ne pas répercuter ou de ne pas indexer les tarifs, alors même que la plupart des dérives qu'on peut voir sur les portefeuilles des complémentaires ont été elles-mêmes induites par les réformes qui ont été proposées. Donc ça, c'est un vrai sujet. On a effectivement le sujet du 100% santé. On pourrait faire la demi-heure, ce n'est pas le sujet ici. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites. On a un sujet sur la santé mentale, dont on entend parler. On pourrait aussi faire une demi-heure. On a un papier qui va sortir sous quinzaine sur Adactis. Je vous inviterai à le lire et à en prendre connaissance. Et finalement, tous ces sujets-là, et puis je vais parler après du sujet autour de l'accès aux soins, les vrais problèmes d'accès aux soins, où voilà, aujourd'hui, il y a des corrélations aussi qui sont faites entre dans les déserts médicaux, il y a moins d'arrêts courts et plus d'arrêts longs, ce qui signifie bien effectivement qu'on a des problèmes au niveau de ces sujets. L'autre sujet, c'est que, en termes de motifs d'inquiétude, c'est que c'est pas de nature à s'améliorer tout ça, puisque le sujet du vieillissement, autant les projections des dépenses, l'actuaire peut se tromper. À l'époque, il s'est trompé sur le 100% santé, alors même que toutes les projections avaient déjà été très lourdes, mais bon, ça peut arriver. Par contre, sur les projections démographiques, on se trompe assez peu. Et donc, il y a une donnée qui est à peu près sûre, c'est qu'il y aura 16 millions de plus de 65 ans en 2030. Et ça, c'est un sujet.
Il y a des projections. Aujourd'hui, il y a 13,8 millions d'ALD. C'est un chiffre 2022. Les projections nous disent qu'il y en aura 50% de plus à horizon 2040. On a un même sujet que les dépendances. On s'attend avec le nombre de dépendances, ça fasse x2. Au niveau de l'accès aux soins, on a aujourd'hui 30% des médecins qui ont plus de 60 ans en 2024. Donc bref, tous ces sujets nous font dire qu'il n'y a pas vraiment de motif que ça s'améliore de façon naturelle. Et donc une fois qu'on s'est dit ça, finalement, elle n'est pas de moi, mais un risque qui est bien maîtrisé, c'est encore un risque qui ne survient pas. Donc comment est-ce qu'on peut faire, y compris en santé, pour aller faire la prévention. Une fois que j'ai dit ça, je le disais tout à l'heure, le sujet pour les assureurs, il n'est pas tant... Elles en font beaucoup aujourd'hui, de la prévention, même si finalement il n'y a que 2% des cotisations sur la partie collective qui sont affectées sur ce sujet. Il y a quasiment tous les assureurs aujourd'hui ont un site dédié pour aller faire de l'information. Il y a plein de choses de coaching sur le sommeil, sur la nutrition, sur le sport. C'est des sujets qui sont connus. Donc ça, c'est tout le champ quelque part de l'information, et c'est important parce que finalement ça permet d'avoir une information qui est filtrée, qui est fiable, avec des sujets qui sont médicalement vérifiés. Ça, c'est des sujets qui sont importants. Maintenant, voilà, il y a une demande, notamment des FED, pour avoir un accès aux données, une meilleure articulation avec l'AMC, des plans triennales ou en tout cas des plans pluriannuels pour pouvoir aller plus loin et pour pouvoir s'engager notamment sur les préventions secondaires et tertiaires, puisque finalement tout ce qui est fait ici, c'est bien, mais c'est insuffisant, et c'est pas avec ça qu'on va résolument atténuer le risque. Côté audience ? Côté audience, oui, très bien. Donc chez Audience, on a le pôle santé bergère. Donc c'est un pôle de santé et de prévention. Et comme vous pouvez le voir, en fait, il est pluridisciplinaire, avec des différents composantes techniques, et donc sur différents étages. Et on a un étage en fait qui est totalement dédié au bilan de santé. Alors ça peut être des bilans de santé assez classiques, de type à destination des cadres et des dirigeants. Donc c'est des bilans de santé qui ont un certain coût, mais une efficacité aussi importante. Et en fait, à partir de cet étage et de ce pôle, on peut aussi définir des plans de prévention spécifiques. Donc après, on le verra effectivement, comment à partir de l'identification d'un risque sur une population, on peut, à l'aide de notre pôle santé bergère, proposer un plan de prévention spécifique à une branche. Donc quand on se dit qu'on veut commencer à cartographier finalement l'état de santé des assurés d'un portefeuille, du coup on est déjà dans une modélisation, et donc on va forcément avoir besoin de données qui vont permettre de mesurer cet état de santé. Donc on a déjà une première source de données qui pourrait être finalement, on sait que déjà depuis plusieurs années les assureurs demandent à avoir des accès à des données qui soient plus complètes, à des partages avec la sécurité sociale pour avoir des données individuelles, détaillées, complètes. Ça, on sait que ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Donc du coup, l'idée, c'est quand même de faire avec ce qu'on a à disposition aujourd'hui. Et donc notamment, on a les données qui sont disponibles pour les organismes complémentaires d'assurance maladie. Donc déjà, on sait a priori que forcément le modèle ne sera pas complet. On va faire avec ce qu'on a. Ça ne permettra pas forcément d'aller jusqu'à la qualification de l'action de prévention, mais en tout cas, ça va éclairer au moins sur les risques qui sont spécifiques à la population et qui vont permettre d'identifier la bonne cible et puis le bon moment auquel il faudra pousser les actions de prévention. Donc au niveau des exploitations des données des OCAM, on va avoir déjà des données qui vont permettre de caractériser les assurés. Donc là, on va forcément avoir l'âge, le sexe, et puis des informations notamment autour de la profession quand on les a à disposition. Et après, on va avoir des données autour des prestations, et c'est ce qui va nous intéresser notamment. Chaque prestation va être caractérisée par une date de soins, des montants, des quantités. Et la maille après de cette information des prestations, elle va être à différentes mailles, même plusieurs, et on va justement aller exploiter cette finesse des actes pour pouvoir caractériser aussi bien que possible l'état de santé. Donc on a une contrainte, Eugénie l'a dit en introduction, notamment sur le traitement des données, donc notamment avec le RGPD, puisque là on est sur des données personnelles et même sur des données de santé. Donc soit on a un premier cas, c'est d'avoir l'accord des assurés pour traiter les données à ces fins-là, ce qui paraît peu probable ou beaucoup plus complexe. Soit un deuxième cas, ça va être d'avoir des traitements spécifiques, notamment on peut penser à pseudonymiser par exemple les données. Donc ça veut dire que notamment on va anonymiser, en tout cas on va transformer les identifiants de la personne, notamment avec un fichier de codage par exemple, ce qui va permettre d'avoir une action réversible.
Et à contrario, on peut aller jusqu'à de l'anonymisation. Donc l'anonymisation, ça consiste justement à avoir une action qui est irréversible et on va supprimer tout ce qui va permettre d'identifier une personne physique unique. Et donc là, on est vraiment sur une action irréversible. Et quand on est sur cette approche-là d'anonymisation, on va pouvoir aller beaucoup plus loin en termes de liberté de traitement et ça va nous permettre de pousser des choses qui sont plus fines, mais on ne sera plus à la maille individu. Et là, on ne pourra pas être forcément sur des actions de prévention individuelles. Donc les données des OCAM sur les prestations, elles ont déjà une bonne quantité d'informations pour la cartographie des risques. Après, on sait qu'elles ont plusieurs limites, notamment elles sont non exhaustives. En général, on sait que dans les bases, les remboursements complémentaires sont fiables. Par contre, après, on sait que la qualité de la donnée elle va être assez différente sur des quantités, sur des dépenses. Par exemple, on sait que toute ligne de prestation, quand il n'y a pas de remboursement complémentaire, il y a peu de chances qu'il y ait une ligne de prestation associée, donc on n'aura pas d'informations sur les dépenses engagées. Donc il y a tout un pan des dépenses qui échappent à la connaissance des OCAM. Donc notamment, on pense aux affections longue durée, sur lesquelles, s'il n'y a pas de dépassement d'honoraires, tous les TM sont remboursés directement par la sécurité sociale, donc n'apparaissent pas dans les bases des OCAM. Donc déjà, toute cette connaissance-là, elle n'appartient pas forcément aux OCAM. Il va manquer notamment d'autres actes, la pharmacie 100%, où la Sécu va forcément rembourser à 100%, donc pas de ligne, donc pas d'information. Et ça, on sait que c'est des informations, tant sur les ALD que sur la pharmacie 100%, qui vont quand même caractériser assez fortement l'état de santé. Et l'état de santé, notamment, on peut l'appréhender à partir d'indicateurs. Donc c'est ce qu'on vous a mis sur la slide, notamment sur des indicateurs primaires qui vont permettre notamment d'aller capter des signaux qu'on peut qualifier de longs. Par exemple, on va aller identifier une hospitalisation ou une hospitalisation pour cause psychiatrique. Donc là, avec un simple flag oui, non, ça suffit. Et sinon, on peut aller sur des indicateurs secondaires, donc là qui vont permettre notamment d'aller capter des signaux faibles, notamment par des combinaisons un peu plus complexes d'actes. On a un autre pan de données après qui peut être intéressant, donc ça va être les données open data, et plus largement des données publiques. Donc l'accès il est restreint forcément pour les OCAM. Il y a plusieurs bases accessibles, mais en tout cas à chaque fois on va être, donc si on prend l'exemple de Damir sur des données qui vont être très agrégées, et là on s'éloigne forcément de la vocation d'avoir une approche prévention individualisée. Et après on a d'autres sources de données qui sont pertinentes. On vous a mis les fiches pathologie de l'assurance maladie qui vont permettre d'avoir des informations de façon stat sur les ALD. Et de la même façon, on peut avoir aussi des fiches sur les risques professionnels qui peuvent permettre, si on est sur une approche collective, d'identifier les risques spécifiques et comment on peut aller les identifier dans un portefeuille et donc les prévenir. Donc une fois qu'on a eu cette approche sur les données, du coup la première idée, quand on est sur des données de santé et qu'on a l'habitude de traiter des données de santé, c'est d'aller traiter des quantités, des variables de coûts et notamment de remboursement complémentaire. Mais en fait, dans ce cas-là, ici, c'est la fausse bonne idée, puisque finalement, on sait que les RC ils vont être liés au niveau de garantie, et on a dit tout à l'heure que les dépenses engagées n'étaient pas exhaustives, donc il va nous manquer tout un pan intéressant d'informations. Et en plus, avoir un RC élevé, ça veut juste dire que l'assuré est un fort consommateur, et ici, on n'est pas sur une identification des bons et des mauvais risques, mais vraiment plutôt sur l'identification des personnes malades, ou en tout cas des états de santé a priori dégradés. Donc comment on peut venir contourner finalement cette analyse des coûts pour aller identifier des pathologies probables? J'insiste bien, du coup on est bien sur le cas de pathologies probables. Et bien on va aller travailler sur les variables de quantité. Donc les variables de quantité telles qu'elles sont présentes dans les bases des OCAM, et on peut avoir aussi des indicateurs qui vont permettre d'aller capter des informations temporelles, par exemple le nombre de mois sur lesquels on va avoir une consommation de tel ou tel acte, des nombres de consommations dans un mois donné, le délai en mois entre deux consommations spécifiques. Donc cette approche, elle reste bien entendu imparfaite, mais en tout cas, elle permet d'atténuer largement le biais qu'on peut avoir sur les niveaux de garantie. Donc comment on peut construire finalement des indicateurs qui vont permettre d'aller cartographier le portefeuille en termes d'état de santé? Donc la première approche, la première étape finalement, ça va être d'aller construire des indicateurs qui vont permettre d'aller capter ces signaux longs, ces signaux faibles. Donc soit en les construisant a priori, donc le fait par exemple d'avoir une hospitalisation, d'avoir une consommation importante de médicaments, donc ça c'est des indicateurs métiers qu'on peut déjà construire a priori, soit sans a priori, et c'est ce qu'on détaille plutôt ici, pour aller capter finalement des spécificités
sans orienter finalement la recherche de ces indicateurs. Et finalement, c'est bien la combinaison de ces deux indicateurs, a priori et sans a priori, qu'on retient pour aller capter l'état de santé. En termes d'approche, donc là on présente deux approches non supervisées. Donc la première à gauche, qui sont les cartes de Cohen, donc c'est des réseaux de neurones non supervisés, qui seront conçus vraiment pour la réduction de dimensions et notamment pour rendre des données complexes accessibles en termes de visualisation. Le principe, il est assez simple, finalement, on va construire une grille de neurones, souvent à 2 dimensions, sous forme de cartes composées de neurones, et chaque neurone, en fait, va représenter un vecteur de poids. On va présenter successivement, du coup, des données, cette carte. Le vecteur de poids de chaque neurone, du neurone gagnant, va s'ajuster, y compris ses voisins, et donc ça va nous permettre d'avoir une cartographie qui est assez stable, et du coup, à chaque donnée, en fait, chaque poids va se réajuster sur la carte. Et donc à chaque itération, du coup, la carte elle devient de plus en plus spécialiste. Elle comprend de mieux en mieux la topologie finalement qu'on a des données. Et la relation et la proximité entre les neurones, ça va forcément représenter une similarité qu'on va avoir entre les données. L'avantage, c'est que cette approche, elle est notamment utile pour voir des données complexes. Elle permet d'aller capter des structures ou des groupes sans supervision, et c'est ce qui nous intéresse ici. On ne veut pas forcément avoir d'a priori, on veut avoir une orientation sur des secteurs de risque, sur des classes de risque qui peuvent être pertinentes. Et on a des relations topologiques, notamment de proximité entre les données, qui sont intéressantes. Par exemple, du coup, 2 classes de risque. Donc là, sur ces classes-là, après, on refait une classification des neurones entre eux. Mais notamment, on sait que du coup, chaque neurone qui représente du coup un groupe d'assurés, sa proximité entre classes va nous permettre d'avoir des liens. Notamment, on sait que par exemple, si on voit des classes psy et des classes prothèses dentaires qui sont proches, on peut intuiter qu'on a un lien entre les deux, donc ce qui n'est pas forcément naturel. Mais après, en cherchant dans la littérature médicale, on se rend compte qu'il y a vraiment un lien entre les deux. Après, est-ce que c'est une relation de causalité ou une corrélation ? C'est une autre question, mais en tout cas, ça nous a orientés notamment pour aller vérifier des choses qui sont vraies dans la littérature médicale. Et donc, ça nous permet d'avoir notamment des signaux faibles qui seront exploitables pour après aller designer les actions de prévention. Et la deuxième approche, donc sur la droite, donc qui sont des GMM, donc des mélanges, des modèles de mélange gaussien. Donc là, c'est des modèles probabilistes qui vont supposer finalement que les données sont générées par une combinaison de plusieurs distributions gaussiennes. Donc chaque composante du mélange, ça va être une gaussienne, caractérisée par une moyenne, une variance et une proportion de chacune de ces lois. Et en fait, le modèle, à force qu'il apprenne, il va tantôt alterner entre l'estimation des probabilités d'appartenance à une classe et tantôt ajuster du coup les paramètres des gaussiennes. Donc ça nous permet notamment d'avoir une modélisation plus fine et relativement souple des distributions des données. Et ça va aussi aller orienter finalement sur une segmentation et donc des classes de risque qui peuvent être intéressantes. Nous, on a 2 applications de ces GMM. La première, ça va être d'identifier des comportements qui sont proches des suspicions d'ALD. Donc en fait, on a identifié a priori des comportements, des lignes de prestation qui pourraient laisser présager qu'il y a une ALD derrière, donc notamment parce qu'on voit une exonération de tickets modérateurs. Donc ça nous permet d'identifier un certain nombre de cas. Et après, finalement, en regardant des comportements proches de ceux-là, on arrive à identifier des cas qu'on peut suspecter d'ALD, sans forcément en être sûr. Et la deuxième chose, ça va nous permettre d'identifier finalement des seuils, et notamment des combinaisons d'indicateurs qui sont pertinents pour aller capter des états de santé a priori dégradés. Donc si on veut synthétiser un petit peu ce qu'on a vu jusque-là, du coup on va privilégier des données de fréquence par rapport à des données de montant pour éviter le biais sur les garanties, notamment. On va utiliser du coup des combinaisons d'approches non supervisées pour orienter, parce que du coup on a fait cet exercice-là sur plusieurs portefeuilles, donc on a l'habitude de voir telle ou telle classe de risque, mais après le fait qu'on ait une classe de risque qui soit plus précise, plus grande, ou même spécifique qu'on n'ait pas vu, ça peut nous orienter sur aller identifier des risques qu'on peut valider après avec les métiers selon les cas. Et donc on a besoin finalement de beaucoup d'interprétabilité. Quand on est sur des pathologies probables, on va interpréter ce qui peut être dans ce cas-là. Donc là, on va vraiment essayer de faire parler la donnée. Donc on a ces approches non supervisées qui vont permettre de sélectionner des classes de risque, de seuiller, parce que finalement, du coup, un même acte avec 2 seuils différents, ça va nous donner 2 indicateurs, donc 2 états de santé différents, ou en tout cas un état de santé vu à 2 états ou à 2 stades de dégradation différents.
On va les combiner, tous ces indicateurs, et finalement, les mettant en musique, ça va nous permettre d'avoir presque appeler ça des parcours de soins, et après, on va les prioriser, les regrouper, les interpréter, et ça va nous permettre de retomber sur des profils qui vont caractériser l'état de santé. Ce qui va être intéressant, c'est que finalement, sur nos démarches non supervisées, notamment sur les cartes de Cohen, on commence à en avoir lancé pas mal, des cartes de Cohen au cabinet. Et en fait, les actes qui remontent ne sont pas systématiquement les mêmes. C'est-à-dire, sur certains portefeuilles, on a vu les orthoptistes remonter. Après, on discute des métiers où il y avait besoin un petit peu de rééducation des yeux. On a vu d'autres portefeuilles où on avait plutôt des semelles orthopédiques qui remontaient. Et après, quand on discute avec les métiers. Donc ça, c'est un petit peu le côté où... parce qu'on est beaucoup dans l'interprétabilité des signaux mécaniquement, puisqu'en fait, on n'a pas l'info sur la nature du médicament, on n'a pas l'info sur la pathologie, donc en fait, on est forcément dans l'interprétation. Et par contre, nos approches supervisées ici permettent de faire remonter de l'info qu'on n'aurait pas intuité. Parce que souvent, dans les données, malheureusement, on trouve aussi ce qu'on pense à regarder. Et là, finalement, on a vraiment des choses qui remontent et qui vont après permettre d'itérer les processus et d'aller compléter ce qu'on pourrait faire par ailleurs. Tout ce travail-là, il nous emmène sur des profils qui sont on va dire des présomptions de pathologie. C'est bien de ça dont on va parler, où on va partir de ce qui pourrait être les bons risques aux plus mauvais risques. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même un maillage entre nos risques de pointe, qui pourraient être des pointes en montant, ou des risques avec tous nos non-consommants. On retrouve un petit peu ça, même quand on travaille sur des données de fréquence. Et finalement, on va avoir une catégorisation qui va aller de nos assurés prétendument en bonne santé. Donc là, on a vraiment ceux qui sont avec très peu de consommation, on ne voit pas grand-chose. Ça pose la question des ALD, malgré tout. C'est-à-dire qu'on nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne voit pas de conso. Bon, on n'exclut pas, mais si tant est qu'il y a un petit peu de conso, on va pouvoir, avec nos modèles, avoir par des similarités. Si vraiment il n'y a rien, il n'y a rien, on ne voit rien, et on va un petit peu mal les qualifier. On va monter crescendo, où parmi nos assurés, donc on va présumer qu'ils sont plutôt sains et en bonne santé, on va avoir ceux qui ont un recours ponctuel. On se dit, bon là, il y a peut-être plutôt un accident, un traumatisme. Oui, il y a une hospi, mais je ne vois rien par ailleurs. Donc on ne doit pas être sur des besoins curatifs. Puis petit à petit, on va monter à l'exact opposé. Je vais avoir mes profils dits extrêmes, mon risque de pointe, où là, on voit la consommation surtout. Donc là, effectivement, les chiffres sont fictifs, mais les ordres de grandeur, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'on va avoir 1% de nos effectifs qui représentent à eux-mêmes 4% de la charge, et avec un rapport de 1 à 4 entre la prime, entre en tout cas le montant de prestation moyen versus la prestation moyenne du portefeuille. Donc là, quelque part, on est vraiment sur nos vrais risques de pointe. Et puis un petit peu plus haut, alors on a le risque psy qui doit toujours être traité de façon un petit peu particulière, parce que le risque psy, on sait qu'il y a un lien entre les profils qui ont des pathologies psy sont plus à risque après d'avoir d'autres maladies, et inversement. Là, c'est un peu l'œuf ou la poule. Donc finalement, il mérite, dès lors qu'on voit quelque chose de psy, on va plutôt avoir tendance à l'isoler. Et après, l'enjeu, ça va être d'aller identifier des segments sur lesquels ce risque est plus largement représenté, parce qu'on sait qu'il va y avoir un enjeu. Et après, que ce soit un risque psy où il faut traiter la maladie, ou il faut traiter le psy, dans tous les cas, l'idée, c'est d'aller proposer un accompagnement sur ce sujet-là. On va avoir nos malades chroniques, où finalement on n'est pas sur de l'extrême, mais là on est sur une vraie pathologie probable, où on voit quand même des vrais signaux qui nous font dire qu'effectivement il y a une pathologie, et c'est des quasi-maladies chroniques avérées. Voilà, là on a eu un portefeuille, on avait de l'assistance respiratoire qui remontait. Bon, c'était pareil, c'était l'un des actes atypiques. Je parlais tout à l'heure, notre orthoptiste, nous sommes orthopédiques. Sur certains portefeuilles, on a eu l'assistance respiratoire. Et puis à la croisée des deux, on a nos profils traitement où en fait, ils ont de la pharmacie, mais il n'y a pas grand-chose d'autre par ailleurs. Donc il y a deux façons de les voir. Soit on se dit, ils sont sous traitement et quelque part, ils prennent soin de leur santé. Ou alors c'est de la consommation médicamenteuse qui peut masquer autre chose, type du psy. Donc selon les segments sur lesquels on va les voir, on va interpréter le signal un petit peu différemment. Et là, après, c'est aussi les retours métiers. Et puis, on aura un petit peu de diligence. Profil mobilité, de l'orthopédie ou de la kiné. Donc là, c'est pareil. Il peut y avoir un enjeu. Et après, souvent, ça peut s'expliquer sur certains sous-périmètres de portefeuille. Et ceux sur lesquels on a vraiment du mal à statuer, c'est ce qu'on avait appelé là, les suspicions. C'est-à-dire on voit des choses, ils ne sont pas tout à fait en chronique, mais on voit quand même des signaux. Cela nous embête plus. Et après, finalement, selon les retours métiers qu'on va avoir, selon les enjeux, selon le niveau d'avancement de l'organisme sur ces actions,
on va aller toper tel ou tel profil, et après ça permet de driver des actions qu'on va pouvoir mener. Je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'après, l'un des enjeux, au-delà de cette identification des profils, c'est d'aller identifier les groupes, les segments qui ont des atypies. C'est-à-dire que parmi, et ça c'est même sur des portefeuilles très atypiques dont on aurait pu se dire que la population c'était sensiblement la même, on se rend compte que quand on descend, alors soit sur des branches, soit sur des types de métiers, en fait on va avoir des choses qui remontent très différentes, avec certaines branches qui vont être beaucoup plus à risque de psy, certaines branches où on va voir des débuts, ou en tout cas une part de maladies dites chroniques, ou sur nos suspicions ou nos modérés, qui vont être supérieures. Donc on a des signaux comme ça, où la dégradation de santé, elle se fait de façon plus précoce sur certains sous-segments par rapport à d'autres. On a des bascules de profil, où je le disais, on va avoir des traitements associés à du psy, on va dire ouais, c'est bizarre quand même, là, on voit la consommation médicamenteuse sur un sous-segment qui comporte par ailleurs des problèmes de psy, est-ce que c'est pas des choses déguisées? Donc voilà, c'est toute cette interprétabilité qu'on va avoir, mais qui permettent, je le disais tout à l'heure, d'essayer en tout cas de pousser le bon dispositif au bon assuré au bon moment, en l'occurrence ici sur des segments, c'est-à-dire que partant du principe que nos dispositifs, on ne peut pas les pousser à tout notre portefeuille, ce serait d'ailleurs possiblement contre-productif, parce que pousser des choses à des gens qui n'en ont pas besoin, ce n'est pas forcément pertinent. Et par contre, si on veut commencer par quelque chose, en termes de volume d'assurés et en termes de risque et d'exposition au risque, aller pousser des dépistages plutôt plus précocement, plutôt sur des portefeuilles plus féminins. On sait qu'on va les pousser plutôt des dépistages de type féminin. Et après, sans aller forcément sur de la prévention vraiment personnalisée, où là, on a besoin du recueil du consentement, on rentre après dans nos échanges, mais ces démarches-là, en tout cas, en attendant d'avoir un vrai accès aux données, en attendant d'avoir tout ce pourquoi, là encore, les assureurs, les fédés se battent pour essayer d'avoir un vrai positionnement d'accompagnateurs de santé, et non plus juste de payeurs de prestations, on a déjà ici la possibilité d'aller pousser des choses et d'aller travailler sur des ciblages intelligents. Complété ? Non, c'est bon ? Ah oui, on a ça encore. Donc après, là, c'est plutôt une ouverture en termes d'évolution et du suivi temporel, notamment de la structure du portefeuille en termes d'état de santé, notamment à des fins d'estimation du ROI. On a besoin finalement de mettre en œuvre des outils qui vont permettre de mesurer cette évolution temporelle des risques. Donc là, on présente deux approches. Une première qui va être une approche vraiment simpliste finalement, en construisant une matrice de transition qui va nous permettre de regarder comment on passe d'un état, d'un profil de risque de l'année N à l'année N+1. Donc notamment les états en vert, on a peu de probabilité de faire ces passages-là, en rouge très probable, et notamment ça nous permet d'aller voir la stabilité des classes de risque, et ça c'est important à des fins de prévention, parce qu'on a forcément des risques qui sont très, très stables, notamment le psy ou des maladies chroniques. On peut voir notamment qu'on a des fortes stabilités et des fortes probabilités de rester dans cet état-là, sachant qu'on y était déjà l'année précédente. Et de la même façon, après, on peut aller voir finalement comment les profils de risque se déforment. En général, ce qu'on voit, c'est qu'on a plutôt une élévation, on va passer de la classe inférieure à la classe supérieure. Ça se passe plutôt comme ça. Et notamment, on peut aller voir, par exemple, que certains chroniques vont repasser en suspicion. Donc ça peut aussi laisser penser qu'on a quelques ALD qui se cachent dans notre profil modéré. Et ensuite, on a une deuxième approche, donc ici sur les MMPP. Donc sur des processus de Poisson à modulation markovienne. En fait, l'idée, ça va être en fait de se dire, l'assureur, on voit en tout cas du coup des interactions avec le système de soins de l'assuré à certains instants, notamment quand il demande un remboursement. Donc ça va être des phénomènes observables mais ponctuels, donc des sauts. Et à côté de ça va dissimuler une chronique inobservable, finalement continue de son état de santé. Donc là, ce qu'on présente ici, c'est notamment une chronique avec deux états de santé, donc un état sain, un état malade. Et finalement, l'idée, ça va être de venir avec un processus de Poisson qui va modéliser finalement ces sauts, avec une chaîne de Markov à temps continu, qui va modéliser les états inobservables, sains et malades. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire ici pour formaliser le concept d'état de santé, et pour les définir de façon objective, dans la mesure où finalement l'état de santé, ils vont dicter de manière sous-jacente l'intensité des événements qu'on observe en termes de remboursement. Et finalement, en venant inférer finalement sur ces états, on peut avoir finalement des chroniques pour voir finalement du coup tel et tel segment en termes de déformation des risques, pour voir si on a
une surreprésentation de certains états de santé lors de certaines saisons, en tout cas si on a une dégradation ou une amélioration structurelle de l'état de santé. L'intérêt qu'on a, parce que en fait, là encore, les données, elles sont contraintes. Donc mécaniquement, on a une métrique, elle est imparfaite. Par contre, une fois qu'on a posé cette métrique, on va pouvoir avoir le suivi dans le temps et pouvoir identifier des endroits où il y a des dégradations et possiblement, si on commence à mettre en œuvre des actions, avoir une métrique qu'on arrive comme ça, aussi imparfaite soit-elle, permet de mesurer des améliorations. Parce que le sujet de la prévention, alors, il était dit ce matin qu'un euro investi, c'est 13 euros économisés, je crois. Mais en tout cas, il y a quand même toujours en toile de fond, une fois qu'on va mettre en œuvre ces actions, il y a une vraie volonté après d'avoir un suivi et de pouvoir... Ici, on est en train d'essayer d'objectiver l'état de santé pour pouvoir cibler. Après, il y aura un envie d'objectiver ce que les actions de prévention qu'on a mis en place ont pu apporter. Très bien. Donc moi, je vais peut-être donner un peu plus la vision organisme assureur, en tout cas de notre vision chez Audience. Alors déjà, on pourrait se poser la question pourquoi on a lancé ces travaux-là et quelle en sera la finalité. Et en fait, à la base, pour nous, c'est tout simplement un besoin client. Il faut rappeler qu'en assurance collective, nos clients, c'est principalement les directions des ressources humaines de grandes entreprises ou des entreprises plus modestes, ou lors d'accords de branche, ce sont les partenaires sociaux, donc représentants des employeurs ou des salariés. Et donc, les deux, pour sûrement des volontés différentes, ont des besoins à la fois d'identifier donc l'état de santé des salariés et puis de mettre en place des plans de prévention. Donc bien sûr, les employeurs, c'est pour limiter le coût, notamment le coût très important de l'absentéisme. Et puis bien sûr, les représentants des salariés, c'est pour défendre leurs salariés et leurs collègues. Voilà. Après, ce qu'on voulait vraiment mettre en place, c'était vraiment objectiver l'état de santé de notre portefeuille. Et ce qu'on peut voir, c'est-à-dire que si on est sur des secteurs d'activité très proches, parce qu'encore une fois, nous, on est sur le domaine de la culture et des médias, il y a une différence, une hétérogénéité très forte des risques en fonction des secteurs d'activité. Et c'est ce qu'on a pu certaines fois découvrir ou des fois objectiver. Notamment, nous aussi, on a des problématiques, ça devait être votre risque mobilité, tout ce qui est le trouble musculo-squelettique qu'on a retrouvé, nous, dans le personnel de la culture. Et en fait, effectivement, notamment, on assure aussi tout ce qui est lié au spectacle vivant, autrement dit les concerts. Et oui, il y a du transport dans les concerts et c'est un type de métier où il y a des pathologies spécifiques. A contrario, on a d'autres secteurs d'activité où là, la santé mentale est très très forte, la problématique de santé mentale, et qu'on a pu identifier. Donc on est sur des éléments classiques qu'on peut voir sur le marché, mais c'est vrai que nous, on a pu les voir sur notre portefeuille qu'on pensait peut-être un peu plus uniforme. Ce qu'on a pu identifier aussi, alors pour certaines, ce qui était presque des bonnes nouvelles, c'est-à-dire qu'on a des secteurs d'activité où effectivement il y avait la problématique de risque de mobilité. Mais les autres risques étaient plutôt dans le vert. Voilà. Alors du coup, c'est quand même plus favorable pour les branches, en sachant que, bien sûr, on a vu, à contrario, des branches où l'ensemble des indicateurs étaient dans le rouge, avec une prépondérance sur la partie santé mentale. Donc nous, encore une fois, à partir de ça, on a besoin d'identifier des plans de prévention spécifiques, encore une fois, pour répondre aux besoins de nos clients. Et puis il y a aussi une problématique, évidemment, de coût. Les bilans de santé, donc nous, on a le pôle santé bergère qui le fait très bien, mais ça a un coût lorsqu'on doit faire appel à l'ensemble des spécialistes pour mesurer l'état de santé des salariés. Et donc du coup, si on peut cibler, soit uniquement sur la partie santé mentale, ou uniquement sur la partie aussi, on n'a pas évoqué, mais problématiques de cardiaque, ou tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, ça permet de diminuer, de diminuer les tests de prévention, et puis du coup le coût de ces bilans. Nous, ce qu'on a mis en place là, c'est-à-dire que sur cette branche, effectivement, où on a pu voir des problématiques de santé très importantes, et notamment tout ce qui est santé mentale. Donc c'est assez classiquement, mais en lien avec notre pôle santé bergère, un parcours de soins spécifique et maintenu dans la durée pour prévenir tout ce qui est dégradation liée à la santé mentale. Voilà. Donc nous, on peut objectiver donc du coup l'état de santé des salariés, notamment des branches,
Et puis, alors, j'ai ajouté, c'est créer un petit peu de la valeur. Je crois que tu l'as dit, c'est-à-dire, en fait, on veut vraiment éviter de plus en plus d'être uniquement quelqu'un qui rembourse des frais de soins de santé ou des indemnités en arrêt de travail, et puis qui arrive chaque année avec un directeur technique qui arrive en disant, ben voilà, la facture, c'est de temps. Voilà. Et donc, du coup, pour nous, répondre à ces besoins-là permet en fait en sorte que les besoins de financement viennent, voilà, viennent peut-être pas en second plan, mais en fait qui permettent d'atteindre un équilibre plus facilement. En sachant que tout ce qui est actions de prévention, bilan de santé, ça a un coût. Et donc, du coup, effectivement, nous, c'est la mise en place de fonds de prévention avec les partenaires sociaux, voilà, qui permettent de financer ces actions de prévention. Voilà. Et donc, du coup, il y a aussi un objectif important, c'est contenir la hausse des prestations. J'espère que vous êtes tous convaincus qu'on peut agir voilà, de manière assez forte même sur la sinistralité de nos régimes santé et prévoyance. Je vais peut-être donner 2 exemples. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 10 ou 15 ans, les arrêts de travail liés à la santé mentale, il y en avait quelques-uns dans notre portefeuille. Effectivement, notre solution, c'était un peu d'avoir des contrôles médicaux pour, en gros, assez simplement, que les gens reprennent le travail. Maintenant, et je crois qu'on partage tous le chiffre sur le marché, en tout cas on n'est pas les seuls à l'avoir, c'est plus d'1 arrêt sur 2 qui est lié en fait à la santé mentale des salariés. Et pour nous, alors j'ai peut-être pas le bon terme médical, mais voilà, c'est vraiment une épidémie qu'il y a sur nos portefeuilles avec un coût qui est très important. Et pour nous, voilà, on se doit de répondre et on pense qu'on peut agir. Parce que effectivement, le problème de santé mentale, c'est lié au contexte éventuellement international, national, problématique d'écologie. Mais je pense qu'il y a aussi une part importante qui est à la fois personnelle et éventuellement liée aux éléments intrinsèques aux entreprises. Voilà. Et nous, c'est clairement une demande de nos clients, de nos DRH. En gros, dites-nous comment on se situe. Alors, c'est la première question, comment on se situe par rapport aux autres entreprises. Quelles sont les pathologies qui affectent nos salariés. Et après, construisons ensemble un plan de prévention. Alors peut-être aussi un petit élément technique pour indiquer qu'on a bien la main sur la sinistralité, c'est que ceux qui tarifient en fait le risque, notamment arrêt de travail en assurance collective, les éléments démographiques et le secteur d'activité ne suffit pas pour avoir le bon niveau de prime. Voilà. On l'a tous fait, on sollicite toujours des comptes de résultats des entreprises. En gros, on se base sur l'expérience de l'entreprise. Donc ça veut dire que ça ne dépend pas uniquement des éléments démographiques, ça dépend d'autres éléments. Il y en a qu'on peut avoir en tête et avoir l'intuition, c'est-à-dire qu'une entreprise effectivement qui a des difficultés économiques et qui demande 10% de plus de productivité à ses salariés, ben oui, elle est peut-être plus fatiguée et plus malade. Mais ça, voilà, ça c'est une partie, mais il peut y avoir aussi d'autres éléments. Voilà, encore une fois, à voir avec les DRH, avec les entreprises, en fait, voilà, qui mettent en avant un risque dégradé et sur lequel, voilà, nous, on est convaincus qu'on peut intervenir. Voilà. Pour ce qui est un petit peu suivi de la rentabilité, notamment de nos actions de prévention, c'est vrai que nous, pour l'instant, il s'est financé grâce à des fonds. Donc du coup, c'est les régimes qui financent ces éléments-là. Et après, c'est vrai, assez simplement, c'est qu'on suit avec nos indicateurs le plus précis possible qu'on peut avoir, même avec l'aide de ce que vous avez fait sur des éléments détaillés, voilà, pour suivre uniquement la sinistralité avant et après assez simplement, mais qu'on espère avoir des résultats pertinents. Voilà sur la partie d'audience, notre vision par rapport à toutes les actions de prévention et aux travaux d'Adactis. Merci Fabien. Peut-être pour conclure, tu parlais du rôle de l'entreprise et finalement la prévention. Donc les OCAM peuvent intervenir auprès d'entreprises. On est vraiment sur un sujet à prendre de façon globale. Là encore, il y a un vrai sujet d'articulation AMO-AMC. Il y a un sujet de mettre l'assuré responsable de sa propre santé. C'est vraiment, il y a des enjeux à tous les niveaux. Maintenant, voilà, tant qu'il n'y a pas d'accès à la donnée, tant qu'il n'y a pas des vrais moyens alloués aux assureurs, on va notamment rendre la prévention comme étant une vraie prestation et c'est pas dans les coûts de gestion et c'est pas taxé au titre de la TVA. Voilà. Mais ça, c'est encore un autre enjeu. Il y aura peut-être des enjeux dans le contrat responsable, mais voilà, au niveau des moyens alloués aux OCAM pour faire de la prévention. Mais c'est vraiment un sujet à prendre de façon globale par l'assuré, par les pouvoirs publics, par les entreprises, et j'oublie qui ?
J'en avais 4, j'en ai oublié un. On part tous, quoi. Je ne sais pas si vous avez des questions. On est en train de déborder un petit peu. On peut se donner encore quelques instants. Non, je voulais juste préciser un peu sur les ALD. Donc, effectivement, quand on est en ALD exonérante, le ticket modérateur est pris en charge par l'assurance maladie. Par contre, tout ce qui dépasse la base de remboursement est en effet pris par les OCAM. Donc, on peut quand même capter une partie des ALD. Après, il y a quand même quelque chose à savoir, c'est que l'exonération de TM ne fait suite que sur les actes qui sont en lien avec l'ALD. Donc si c'est sur d'autres choses, en fait, une personne en ALD peut avoir une consommation complètement classique dans les autres postes dentaires, optiques, etc., qui n'ont rien à voir avec sa pathologie. Et la troisième chose, c'est que il y a de tout vraiment dans les ALD. Il y a des maladies qui sont vraiment chroniques où l'assuré va avoir tous les ans des soins en lien avec son ALD, et on a vu les matrices les chaînes de Markov où là on peut avoir une boucle dans cet état de haute consommation, on va dire. Mais après, il y a aussi des ALD qui sont très ponctuels. Ça peut être un accident. Moi, par exemple, j'ai eu un accident vasculaire cérébral à la naissance. Et c'est vrai que pendant quelques temps, j'ai eu beaucoup de soins liés à ça. Mais depuis 5-10 ans maintenant, j'ai quasiment plus de consommation liée à mon ALD. Donc, faut aussi différencier un peu les ALD, et c'est pas évident, mais voilà. Non, oui, c'est une bonne remarque. En fait, le sujet sur ALD, on le disait notamment sur toute la pharmacie, en tout cas en lien avec la patho est masquée. C'est l'intérêt des similarités qu'on va pouvoir avoir. On ne voit pas le généraliste le plus souvent, on voit le dépassement d'horaire du spécialiste. C'est comme ça qu'on voit que le TM est pris en charge, donc on arrive à avoir un système d'ALD probable, et c'est là où on va aller gérer les similarités. Ouais. Et après, effectivement, je vous rejoins tout à fait, on est aujourd'hui 20% des personnes ALD, où c'est 66 ou 60% de la charge au niveau AMO. AMH, c'est Malakoff qui a sorti un papier, je crois, la semaine dernière, ou quelle journée ? La semaine dernière, sur la part prise en charge et sur le reste à charge sur les ALD. Maintenant, oui, dans les ALD, il y a beaucoup de choses. Et après, on vit très bien avec une ALD quand elle est bien prise en charge. C'est tout à fait vrai. Merci pour cette remarque. Quelqu'un d'autre ? Chiche, Laurent. Monsieur Faucillon. Dans le cadre, on ne vous avait pas parlé beaucoup de projections, je ne sais pas si vous faites des projections de santé là, par rapport à l'étude de maintenant, mais finalement, deux remarques qui sont, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut être pris en compte, mais sur ce qu'on a aussi évoqué dans notre conférence sur la santé, l'augmentation du nombre de personnes en ALD. Et puis là, on a beaucoup parlé de santé mentale et de prestations qui vont avec. Mais finalement, je me dis que sur ces deux éléments, on a un intermédiaire qui est le médecin, qui vient qualifier en fait l'élément. Et ça, c'est assez... nous, on est en bout de chaîne, on a la donnée. Mais la donnée, c'est ce qu'a dit le médecin. Et la santé mentale, c'est un sujet aujourd'hui parce que c'est un sujet pour lesquels les médecins sont plus alertes. Pareil pour les ALD. On donne plus facilement une ALD aujourd'hui qu'il y a 10 ou 15 ans. Donc ça vient aussi peut-être flouer la vision de l'historique qu'on a et peut-être les projections qu'on est susceptible d'en faire. Je ne sais pas, votre opinion en la matière. Ouais, c'est possible. Sur la santé mentale, j'ai envie de différencier ce qu'est la santé mentale des maladies mentales. Parce qu'aujourd'hui, il y a bien ces deux sujets-là. On parle beaucoup de santé mentale et tous les baromètres. Après, voilà, si on se réduit à la maladie mentale, c'est bien de ça dont on va parler.
là, il y a des vrais critères qui sont complètement objectifs sur ces sujets-là. Et après, sur les projections, ouais, alors effectivement, on a une dérive des nombres d'ALD qui est plus dynamique que ce qu'aurait dû être expliqué par le vieillissement. Je ne suis pas forcément sûr pour autant qu'il y ait un assouplissement et plus de mise en ALD. C'est même le même facteur de risque, c'est que s'il venait à y avoir des durcissements sur les conditions ALD ou s'il y avait certaines pathologies qui étaient enlevées, forcément ce serait du TM qui serait déversé sur les OCAM. Mais je ne sais pas ce qu'il existe sur ces projections-là. Est-ce que ça impacte? On ira voir. Merci à tous. Merci.